de choses qui auraient pu être évoquées ce matin. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de dette, vous avez eu ces propos quelques heures après que la France ait emprunté à nouveau 200 milliards d'euros sur les marchés financiers internationaux, puisque aujourd'hui, la Banque de France, eh bien, c'est terminé. Avant, il y avait effectivement emprunté avec notre banque française, la Banque de France, maintenant on emprunte sur les marchés internationaux, donc on est contributaire des autres, malheureusement. Donc, je vais vous proposer de voter une motion de soutien aux Gilets jaunes. Je vais vous la lire brièvement. Depuis le samedi 17 novembre, de nombreux Français aux parcours différents se mobilisent pour dénoncer la multiplication des taxes, le matraquage fiscal et plus généralement la réduction de leur pouvoir d'achat. Le mouvement des Gilets jaunes, spontané et apolitique, vient mettre en avant le destin d'hommes et de femmes qui font l'objet, depuis de trop longues années, d'un insupportable mépris émanant de décideurs, entre guillemets, qui ne veulent ni voir leur détresse, ni entendre leur colère. Celle-ci est accentuée par l'incroyable déconnexion du gouvernement, mais aussi et surtout par l'arrogance du président de la République qui refuse toute forme de dialogue, même si, depuis hier soir, il communique grâce à Facebook. À Hénin-Beaumont, la contestation est importante, mais il a fallu pas bien moi. À Hénin-Beaumont, la contestation est importante et la mobilisation a un écho singulier. En effet, notre territoire a été trahi par des décennies d'abandon, de renoncement et de défaitisme. La mondialisation sauvage a été imposée à nos ouvriers et nos industries sacrifiées pour servir des intérêts financiers souvent lointains. Afin de faire entendre leurs revendications, plusieurs centaines d'Héninois et de Beaumontois se réunissent régulièrement sur la commune avec détermination et dignité. Certains d'entre eux ont sollicité la municipalité afin d'obtenir des salles pour se réunir ou, plus récemment, pouvoir se regrouper pacifiquement sur l'espace de stationnement situé au niveau du lac du bord des eaux. Donc c'est pourquoi le conseil municipal d'Hénin-Beaumont, premièrement, réaffirme son soutien au mouvement des Gilets jaunes, tout en confirmant respecter son indépendance et les opinions de l'ensemble de ses membres. Bravo! Deuxièmement, se tient prêt à apporter un nouvel appui logistique dans le cadre de futures mobilisations, si celui-ci était demandé. Troisièmement, dénonce les agissements de casseurs non représentatifs qui viennent ternir ce mouvement en prônant la violence. Quatrièmement, appelle le gouvernement à écouter davantage les Français, que ce soit en matière de fiscalité, de représentativité démocratique, c'est d'ailleurs l'objet récemment du RIC, mais aussi sur l'ensemble des sujets d'actualité. Et enfin, pour terminer, cinquièmement, reste à l'écoute de l'ensemble des habitants afin de continuer à relayer leurs aspirations auprès des pouvoirs publics. Donc voici la motion que je vous propose de voter. Évidemment, si vous voulez y ajouter quelque chose ou si vous voulez débattre de ce sujet, le débat est ouvert. Qui ça va intervenir? Bruno Bill, Nathan Devier. Monsieur le maire, mes chers collègues, en tant que président du groupe majoritaire, je me félicite de cette motion de soutien aux Gilets jaunes. On a tout entendu sur ce mouvement spontané, apolitique, citoyen, et nous avons assisté à une véritable diabolisation des hommes et des femmes qui, depuis 5 semaines, luttent pour leur dignité. Honte à ceux
Qui ici, au sein de ce conseil municipal, même s'ils sont absents aujourd'hui, je peux comprendre pourquoi ils sont absents, ont osé assimiler les gilets jaunes à des casseurs. Honte à ceux qui, ici, au sein de ce conseil municipal, ont osé ironiser sur Facebook sur les gilets jaunes qui, je cite, auraient des hémorroïdes. Et là, je cite Geoffrey Goriot, conseiller municipal d'opposition macroniste, absent ce jour. Qui les décrivent comme des bas de front, des poujadistes anti-syndicats et des fachos. Et là, je cite le conseiller municipal d'opposition, David Noël, absent lui aussi ce jour. Les Gilets jaunes, depuis le premier jour, vous avez, monsieur le maire, revendiqué le soutien de la ville d'Édimbourg par la pose d'une banderole au rond-point des Vaches. Vous avez également accordé un droit d'occupation du domaine public au parking du bord des eaux. Certains, toujours les mêmes, y voient de la récupération politique. Lorsque la communauté d'agglo de Lens-les-Vins fait parler des lycéens, ils ne récupèrent pas. Lorsque les élus communistes mettent un t-shirt jaune alors qu'ils ont fait élire Macron, ils ne récupèrent pas. Mais nous, lorsque nous soutenons les Gilets jaunes, la Voix du Nord, toujours elle, encore elle, écrit pour la 3e ou 4e fois que nous sommes dans la récupération. Et si nous n'avions rien fait, la Voix du Nord, toujours elle, encore elle, aurait titré que nous étions absents sur le débat des Gilets jaunes. Quoi qu'on fasse, on a toujours tort. Monsieur le maire, tout le monde sait que vous n'avez pas besoin des Gilets jaunes pour vous faire réélire au premier tour. Vous n'avez au contraire que des coups à prendre. Pour preuve, David Noël, encore lui, invite Burger King à nous adresser la facture des destructions commises pourtant par des personnes étrangères au mouvement des Gilets jaunes. Il invite la police judiciaire à enquêter sur, je cite, les complicités politiques dont ont bénéficié les émeutiers et de conclure, ça ne devrait pas être trop difficile, il y a une banderole sur le rond-point des Vaches. Honte à lui d'assimiler le mouvement des Gilets jaunes à des casseurs. Les Gilets jaunes... Les honnêtes gens, et j'affirme, monsieur le maire, que malgré les critiques dont nous faisons l'objet, parce que nous faisons notre job, c'est notre job que de soutenir le peuple et nous continuerons à le faire. Alors, je suis un peu déstabilisée parce que autant j'ai écouté avec énormément d'attention les 4 intervenants Gilets jaunes que je remercie d'avoir pris le temps de nous expliquer leurs revendications, certaines que je ne connaissais pas sur les bons scolaires notamment, mais sur les bons de rentrée. Mais autant l'intervention que je viens d'entendre, et aux antipodes de ça, j'ai entendu parler d'un mouvement apolitique, de discussion de fond, et là on retombe dans les attaques ad hominem. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur Bide, donc je propose qu'on fasse pareil. Merci d'avance. Et je suis assez choquée par ça, tout comme j'étais très choquée par notre tribune municipale qui lynchait un par un les élus d'opposition en racontant une fois sur deux n'importe quoi, en expliquant que M. Guinness était un anti, je veux bien qu'on compare les déclarations de revenus de chacun ici autour de la table, en expliquant que moi-même j'étais une bobo parisienne alors que je suis née, que j'ai grandi, que j'habitais à un moment où j'y suis élue, et à un moment, si vous voulez faire de la politique correctement, qu'on puisse débattre sereinement, et là encore je ne parle pas des Gilets jaunes qui, je pense, respectent ce pacte républicain et un bon nom, mais vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Et donc moi, en plus, quand vous expliquez que ces gens ne sont pas là, que c'est sûrement pour cette raison-là, vous ne savez pas pourquoi ils ne sont pas là, et donc je vous interdis d'analyser...
mais à un moment, on a le droit de répondre. Alors maintenant, ce préalable étant fait, et vraiment, les tribunes municipales, j'espère qu'on arrivera à relever le niveau à un moment, mais maintenant, je voulais parler des Gilets jaunes parce que c'est ça qui doit nous occuper aujourd'hui. Il y a 3 choses très intéressantes qui ont été dites et qui sont liées à ce mouvement. La première, c'est que j'ai participé à d'autres mouvements sociaux pour savoir que souvent, ce qu'on en retient, c'est Paris, les grandes villes et 2-3 porte-paroles officiels. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce mouvement, et je l'ai dit dès le premier jour sur ma page Facebook, c'est qu'on entend depuis des semaines à la télé, dans les médias, des gens que d'habitude on n'entendait pas, et des récits de vie à qui on donne une voix et qui trop longtemps ont été invisibilisés. Moi j'étais collaboratrice parlementaire avant, alors c'est peut-être sale comme métier et tout ça, peut-être que ça vous fera hurler, mais donc j'étais chez les écologistes et on avait rédigé un rapport pour le Premier ministre sur le non-recours aux droits, le non-recours aux soins, c'est-à-dire même des gens qui ont droit à telle ou telle allocation et qui renoncent tellement c'est difficile administrativement d'aller au bout. Également, dans ce rapport, on pointait les effets de seuil, et c'est ce que la première intervenante a très bien pointé, c'est qu'on a droit à certaines aides, et puis tout d'un coup, parce qu'on travaille, alors qu'on devrait être récompensé de cela, on perd des aides. Et ça, c'est inadmissible dans un pays comme la France, et je pense que donner la parole, je me rappelle moi de la remise de ce rapport au Premier ministre et à la ministre de la Santé, Marisol Touraine, c'était vraiment un truc où on avait l'impression de ne pas parler le même langage. Et je pense qu'aujourd'hui, la médiatisation de votre combat et de vos récits de vie font que ce discours-là est audible, et ça, c'est grâce à vous. La deuxième chose, c'est que il y a certains sujets que vous portez là aussi qui existent depuis longtemps, le référendum d'initiative citoyenne, on peut l'appeler comme ça, il y a d'autres noms possibles, non ? C'est des choses qui sont portées depuis longtemps par certains partis politiques, mais qui là aussi n'étaient pas très audibles. Et je perçois que tout d'un coup, ça prend de l'ampleur et que peut-être nous y arrivons. On peut en parler au niveau national, on peut également en parler au niveau local. Je sais que c'était dans le programme du maire pour les dernières municipales de faire des référendums aussi municipaux, donc je pense que tout ça peut être développé au niveau national et au niveau local. Enfin, votre mouvement, il parle social et il parle environnement. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je me bats depuis longtemps, pour qu'on arrête d'opposer les gens qui ont peur de la fin du monde et les gens qui ont peur de la fin du mois. Parce qu'à la fin, ces 2 sujets, ce sont les mêmes. Je rappellerai 2 choses. La première, c'est que les personnes qui sont les premières victimes des différentes pollutions, ce sont les personnes les plus précaires. C'est-à-dire que quand on essaye d'opposer environnement et social, ça ne peut pas marcher puisqu'en réalité, les premières victimes de ces 2 sujets sont les mêmes personnes. Moi, je travaille sur la pollution de l'air. Je peux vous dire que vous prenez la carte de la pollution de l'air de n'importe quelle ville et vous allez vous rendre compte que les personnes les plus exposées à la pollution de l'air sont les personnes qui habitent le long des routes, le long des axes pollués, au bord des zones industrielles, et que souvent ce n'est pas les plus riches de la ville. Je pourrais multiplier les exemples. Les premières victimes au niveau mondial du réchauffement climatique, ce sont aussi les plus précaires au niveau mondial et les pays les plus défavorisés. Il y a de nombreux exemples comme cela. Et puis la deuxième chose, quand on parle de fiscalité environnementale, il ne faut jamais oublier que les premiers contributeurs de la pollution, que ce soit la pollution de l'air, des déchets, du gaspillage des ressources naturelles, ce sont également les plus riches, et qu'en moyenne, les personnes de la strate la plus riche de la population polluent 40 fois plus, leur empreinte environnementale est 40 fois plus élevée que celle des personnes les plus précaires. Et donc à un moment, j'ai été taxée sans mauvais jeu de mots, mais on m'a reproché dans la tribune municipale de défendre la fiscalité environnementale, et je continuerai de le faire. Je souhaite une fiscalité juste, une fiscalité qui soit adaptée à chacun, et je pense que quelqu'un qui gagne bien sa vie ne devrait pas payer son essence le même tarif que quelqu'un qui la gagne difficilement et qui a besoin de sa voiture pour la gagner. Je pense qu'une fiscalité incitative, ça doit inciter les gens à changer de comportement, mais quand le comportement qu'on est incité à adopter, exemple, prendre des transports en commun, vous ne pouvez pas l'adopter parce qu'ici, les transports en commun, c'est un peu compliqué, et on arrive juste à de la frustration, à de la colère, et qu'elle est légitime. Donc, je ne pense pas qu'il faille jeter à la poubelle toute la fiscalité environnementale, parce qu'on en aura besoin, même plus pour les générations futures, mais pour les générations qui sont là maintenant, et qui dans 30, 40, 50 ans, ou même déjà maintenant, subissent les conséquences de la pollution de l'environnement. Donc je pense qu'il en faut, mais qu'il faut qu'elle soit beaucoup plus juste. Et donc votre combat a permis d'introduire la justice là-dessus, et je voulais vous dire que j'en suis ravie. Peut-être même que vous devriez vous présenter aux urnes pour continuer ce combat. J'ai suivi qu'il y avait des discussions là-dessus. Je continuerai à les suivre avec attention. Alors après, je ne veux pas polémiquer, je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous avez dit sur l'immigration, mais ça fait partie du débat démocratique de pouvoir en parler. J'espère pouvoir venir
voir bientôt au bord des eaux pour en discuter. C'est une bonne chose que vous ayez eu à disposition ce parti parce que je pense que ça vous protège. Ça vous protège des accidents et ça protège d'autres personnes aussi des accidents. Donc c'est une bonne initiative que je soutiens. Je suis désolée de ne pas pouvoir être venue plus tôt, mais vous voyez que j'ai eu un heureux événement récemment et je ne pouvais pas trop me déplacer, mais j'ai rencontré certains d'entre vous sur le marché. Donc j'espère pouvoir continuer ces débats. Et puis surtout, merci pour ce que vous avez obtenu du gouvernement Macron. Ça permet aux policiers d'obtenir d'autres choses et je pense que les policiers méritaient aussi qu'on entende certaines de leurs revendications. Mais il manque maintenant des choses pour les personnels hospitaliers et pour toutes les personnes les plus en précarité dans la fonction publique qui ne bénéficieront ni des primes exceptionnelles, ni d'autres mesures annoncées par le gouvernement. Et je pense que ça pourrait également être porté par votre mouvement. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour vos interventions et bon courage pour la suite. Merci. Donc, plusieurs éléments, effectivement. Le mouvement des Gilets jaunes a peut-être rendu possible ce qui était impossible par le biais des organisations syndicales traditionnelles, classiques, par le biais de la représentation parlementaire, puisqu'aujourd'hui, ce mouvement des Gilets jaunes démontre quoi? Démontre qu'il y a une crise de régime, il y a une crise politique, il y a une crise sociale. Ce n'est pas juste la goutte d'essence qui fait déborder les réservoirs, c'est plus profond que cela. Il y a un vrai malaise dans la société. Pour notre part, nous l'avons depuis longtemps mis en avant, nous avons tiré la sonnette d'alarme depuis très longtemps, parce qu'il y avait vraiment cette coupure entre ces deux France. Moi, je considère aujourd'hui, malheureusement, c'est le résultat de politique, c'est le résultat des mesures politiques qui ont été prises par les différents gouvernements, et pas seulement sur Macron d'ailleurs. Mais il y a aujourd'hui deux France. Une France qui va bien, celle qui habite en agglomération parisienne, celle qui habite dans les grandes villes, qui s'est regroupée sur elle-même. Hein, c'est une sociologie bien particulière. Il y a très peu d'ouvriers ou de chômeurs qui habitent à Paris ou dans les grandes villes françaises, peut-être en périphérie, mais pas dans ces grandes villes-là. Et après, il y a l'autre France. La nôtre, celle du bassin minier, ça peut être celle des bassins miniers de l'Est, ça peut être celle de la ruralité, et cette France-là qui doit subir depuis de trop nombreuses années eh bien, les coups de fouet des différents gouvernements. Et le dernier coup de fouet a fait tellement mal eh bien, qu'il y a eu des débordements. Et aujourd'hui, malheureusement, ce qui est inimaginable, c'est que s'il n'y avait pas eu ces mouvements de casse à Paris, malheureusement, le gouvernement aurait sans doute été une fois de plus. Exactement. Malheureusement, il faut en arriver là pour se faire entendre. Ça veut dire que tout est perdu, ça veut dire qu'il y a une coupure. Il y a vraiment une coupure entre le président de la République, parce qu'il incarne quelque chose de particulier, entre le président de la République et les Français. Il y a cette coupure qui, la confiance est rompue, on le voit. Il a beau s'exprimer en toutes les langues, il a beau maintenant intervenir tous les jours partout, ça ne marchera plus parce que la magie est rompue, la magie est cassée. Il y a quelque chose aujourd'hui qui est arrêté. Et ce que démontrent les Gilets jaunes, le mouvement, le débat, on est sur une crise juste du carburant, après on se déplace sur la crise du pouvoir d'achat, maintenant sur le principe de représentativité, et oui, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y ait des millions de Français qui ne soient pas représentés à l'Assemblée nationale? Comment se fait-il que toutes ces personnes qui ne votent plus, qui votent blanc, ne soient plus écoutées? Donc on a une Assemblée nationale, c'est vrai, qui est représentée à 75% par des députés qui représentent Macron. Partant de là, le système démocratique en France va de l'aile. La France, on dit toujours là que l'Europe, c'est merveilleux. Exactement. Eh bien, pour une fois, on peut être d'accord avec ça, parce que dans tous les pays européens, il y a le scrutin proportionnel qui permet à toutes les formations, à toutes les tendances politiques, à tous les courants d'opinion d'être représentés en fonction du pourcentage des voix obtenues. Or, en France, c'est le seul pays archaïque, le seul pays qui
vit encore avec ce mode de scrutin qui fait en sorte d'éliminer les 3 quarts des Français. Aujourd'hui, les 3 quarts des Français, en tout cas ceux qui ont voté au premier tour des élections, ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale et c'est un véritable problème. Lorsque j'entends parler de transition écologique, oui, c'est vrai que c'est un défi, mais il faut arrêter ce débat qui est hypocrite. Aujourd'hui, on demande aux Français un nouveau coup de fouet pour payer, pour combler le manque à gagner de la taxe d'habitation. Et ça, c'était clair dès le départ. Lorsque Macron a annoncé la suppression de la taxe d'habitation, il a aussitôt dit qu'il allait avoir en place une fiscalité verte qui allait augmenter chaque année. Là, on l'a vu. Mais par contre, le débat doit être ouvert là aussi. Et le dépasse. Comment se fait-il que dans des pays de l'Union européenne comme l'Allemagne, on tolère encore des centrales à charbon pour la transition. Parce que On parle jamais du carburant, des transports aériens, on parle pas des paquebots, des bateaux de croisière qui comment ne pas remettre en cause le système, et c'est ce que vous avez dénoncé, vous les Gilets jaunes, le système de mondialisation. Comment se fait-il aujourd'hui qu'on aille chercher des produits fabriqués à l'autre bout du monde, qui sont transportés bien souvent par cargo? Et puisque l'on veut parler du débat écologique, sachez quand même que les 22 plus gros cargos qui sillonnent les océans, les 22 plus gros cargos au monde, ont un bilan carbone aussi négatif que l'ensemble des voitures françaises sur notre territoire. Ça, c'est un problème qui devrait être abordé et qui ne sera jamais abordé par le gouvernement. Parce qu'ils préfèrent taxer sur les voitures, là, ça rapporte beaucoup plus vite que remettre en cause leur modèle, leur vision mondiale. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans cette mondialisation. Sauf que la mondialisation, elle laisse un tas de gens sur le carreau. Aujourd'hui, c'est le mouvement des Gilets jaunes qui le met en avant, mais demain, ça sera peut-être autre chose. En tout cas, il y a vraiment un véritable... Il faut faire sa révolution politique aujourd'hui. Je ne parle pas de prendre M. Macron, c'est pas ça, mais il faut vraiment changer de système. Et lorsque l'on défend les traités de libre-échange, lorsque l'on autorise, aujourd'hui on discute pour avoir des accords entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud, on va importer quoi? On va importer du bœuf argentin bourré d'hormones qui va demain nous amener beaucoup de problèmes sanitaires parce qu'il n'y a aucun contrôle. Parce qu'en France, la seule chose que nous ayons positive, ce sont les normes. Il y a tellement de normes qu'on peut être parfois sécurisé. Mais lorsqu'on met en place des politiques de libre-échange avec tous ces pays-là, qui n'ont pas les mêmes normes que nous, nous allons avoir des versements de produits issus de ces pays-là avec un contrôle sanitaire qui est extrêmement infime. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait apporter au débat. En tout cas, moi je suis ravi d'avoir pu donner quelques instants la parole aux Gilets jaunes. C'est certes peu par rapport à tout ce qu'il y a comme revendication. Tout à fait. Et encore, comme revendication, ça boue, je sais que la cocotte boue. La cocotte a exactement. explosé tout à fait. Novembre, tout à fait. Elle siffle même, monsieur, elle siffle. Parce que même les annonces qui sont faites ne sont évidemment pas à la hauteur. Exactement. Moi, je regrette ce gigantesque cafouillage. Avant-hier, il y avait un débat à l'Assemblée nationale. Souvenez-vous, le 17 novembre, dans la précipitation, le gouvernement décide d'attribuer un chèque énergie. Bon, tiens, bonne chose. Avant-hier, le chèque énergie passe à la trappe. On annonce l'annulation du chèque énergie. Et dans la soirée, on annonce l'annulation de l'annulation de chèque énergie. Donc, on n'y comprend plus rien. Et ce que veulent surtout les Français aussi, c'est savoir à quelle sauce ils vont être mangés à l'avenir. Avoir une visibilité au niveau de la fiscalité. Et on ne peut pas bâtir une politique juste faite à la petite semaine avec une vision à court terme parce que voilà, on va se prendre en pleine figure. Donc je tenais évidemment à ce que vous puissiez dire ce que vous avez à dire parce que c'est fondamental. Le président de la République a annoncé qu'il allait y avoir
des débats au sein des mairies, parce que c'est là où tous les problèmes sont vraiment écoutés. Hein. Maintenant, le seul maillage territorial encore important en France, c'est le maillage territorial grâce aux mairies. C'est encore ce lien, cette proximité. Donc, c'est pour cette raison que nous avons, donné la parole. Maintenant, je vais peut-être voter la motion. Le débat est clos, on va passer au vote de la motion pour ensuite reprendre le déroulement classique du conseil municipal. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent s'abstenir sur la motion? Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent voter contre? Non. Donc, elle est votée à l'unanimité. Je vous remercie. Bravo! Merci. Donc, nous allons pouvoir maintenant passer... S'il vous plaît, je pourrais dire 2 petites secondes, juste quelque chose de passage, s'il vous plaît. Oui, je venez ici alors, je vais au micro. Et ensuite, nous allons évoquer des choses un peu plus techniques. Alors, excusez-moi, madame la députée, je ne sais pas si vous êtes... Ah d'accord, excusez-moi, je... Donc, moi, je voulais vous dire, vous êtes bien gentil de parler de transition, on est bien d'accord, nous aussi, on veut une planète propre et tout, il n'y a pas de souci. Comme a dit monsieur le maire, il a parlé des cargos, il a parlé des avions. Je pense que, voilà, et je pense que si on taxerait ces gens qui, excusez-moi du terme, mais qui sont bandés jusqu'aux nouilles, c'est un engagement de chez nous, excusez-moi. Je pense qu'on aurait même besoin de nous taxer une fois. Vous voyez, et ce que je vous ai dit, moi, ces mots, c'est des mots qui ont été inventés au niveau légalement. Donc j'aimerais bien qu'on arrête d'employer leurs termes qui fait qu'on est toujours coincé dans leur piège. Voilà, merci maman. C'est bien. Bravo! Je voulais également vous dire que sachez qu'il y a beaucoup de gens très intelligents qui font énormément de recherches et sachez que beaucoup de gens sont au courant pourquoi Macron lance des petites annonces un peu comme ci, comme ça. On sait très bien qui est-ce qui lui donne des ordres et on sait très bien pourquoi ils reviennent sur leur pas. C'est tout ce que je veux dire, merci. Nous allons reprendre le cours de nos travaux du conseil municipal et je passe la parole à monsieur le DGS pour nous évoquer brièvement, peut-être très brièvement, le rapport de la Chambre régionale des comptes qui concerne une autre collectivité puisqu'il concerne la gestion de l'EPCI, de la communauté d'agglomération des Macarvins. Mais étant entendu que la ville d'Hénin-Beaumont est membre de cette PCI, nous avons l'obligation d'avoir, peut-être pas ce débat aura lieu à l'agglo, mais au moins nous devons en informer le conseil municipal. Donc voilà, vous avez le rapport qui a été présenté en pièce jointe et j'ai demandé à M. DS de faire une très très courte intervention voilà, pour acter les choses. Eh bien, écoutez, c'est vous qui l'avez choisi, excusez-moi, mais c'est vous qui l'avez choisi. Voilà, c'est vous qui l'avez choisi. Depuis 5 semaines, vous venez nous voir, mais nous sommes là-bas. La communauté d'agglomération des Macarvins a été envoyée à la commune et il concerne les exercices 2012 et suivants. Et donc, comme disait M. le maire, nous devons prendre acte de ce rapport et le présenter à l'occasion de cette séance.
très brièvement. Ce rapport fait 3 pages. Il fait 3 pages. Il fait l'objet de 3 recommandations et 2 rappels à la loi. Le récapitulatif de ce document présente les différents